Et on a avec nous un petit invité nouveau dans l'émission pour ce nouvel épisode. C'est Léopold. Comment ça va, Léo, en ce moment? Eh ben, écoutez, beaucoup mieux depuis que je suis là. Ah, bah, je le savais, je le sentais. Au fond de moi, tu vois, je le sentais. Ça fait un petit moment que tu me dis que tu veux participer à l'émission, et ça y est, aujourd'hui, tu te lances. C'est incroyable. Tu m'as Voilà, appelé 2 jours avant pour me dire que tu voulais le faire. je saute le pas. Et voilà, tu sautes le pas, et c'est ça, il y a que ça de vrai, quoi. Et en plus, tu vas parler de quelque chose dont on parle rarement sur cette chaîne. Tu vas nous parler d'histoire, voilà. Exactement. Bien évidemment. Et ce que je te propose, c'est que tu commences, comme ça tu te jettes dans le bain direct. Eh ben, allez, on me jette dans le grand bain, sur le champ de Allez. mine, comme ça C'est je reste dans parti. mon thème. Eh ben oui, c'est incroyable. C'est Eh incroyable. ben, moi je vais vous parler aujourd'hui d'histoire, et plus précisément d'histoire militaire. Dans quelques jours, le 8 mai, on va commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ce dont je vais vous parler, ce n'est absolument pas de ça. C'est de l'armée française en 1918. Je vais essayer de de montrer tout simplement un aspect de cette armée qu'on ne connaît très peu, puisque l'armée française de 1918 est la meilleure armée au monde, qui dépasse largement l'armée britannique, l'armée américaine et même l'armée allemande. On a tendance à l'oublier dans notre imaginaire collectif. Je pense que si on demande aux gens ce qu'est la guerre de 14, pour eux, c'est une guerre de tranchées, c'est une guerre extrêmement statique. On pense tout de suite aux batailles de Verdun ou alors encore à la Marne. Pourtant, en 1918, l'armée française et même toutes les armées retournent sur le mouvement. On a plus de 14 batailles livrées. En 1916, il y en avait que 2, donc c'est pour vous dire que le mouvement ramène la bataille. Et dans ce mouvement, l'armée française va se distinguer. Elle est la mieux équipée, la plus novatrice et la mieux soignée. Et surtout, elle ne doit ses succès qu'à elle-même. Alors, je vais vous le montrer par 3 points, divisés en 26 petits points très rapides. Donc, je vais commencer par un petit rappel historique, puisque sans ça, on ne va pas savoir où on en est. Bon, Alors, donc, en début 1918, l'Allemagne n'a plus qu'un front à gérer. Les bolcheviks à l'Est ont signé le traité de Brest-Litovsk le 3 mars 1918, et du coup, le haut commandement allemand ne veut pas attendre l'arrivée des Américains, qui sont en guerre depuis 1917. Ils acquièrent donc, grâce à ce front unique, une nette supériorité numérique. En mars 1918, les Allemands ont 192 divisions sur le front ouest contre 171. Et ils les ont renforcé, cette supériorité numérique, par de nouvelles méthodes offensives, les célèbres Stoßtruppen, les unités d'élite de l'armée allemande. Le 21 mars, ils décident de déclencher l'offensive, une série plutôt d'offensives. La première opération, c'est l'opération Michael, qui est lancée contre les armées britanniques, qui s'effondrent sur le coup. Ils affrontent même un barrage d'1 million d'obus sur un temps très court. Les armées britanniques reculent, ce qui découvre le flanc gauche français. Les Allemands en profitent, s'enfoncent dans cette brèche, mais heureusement Pétain est là, réagit vite, et il envoie deux armées de réserve, et le front est maintenu. Toujours quelques jours après, fin mars, la deuxième attaque dans les Flandres, toujours contre les armées britanniques, mais cette fois, elle échoue totalement. Et le 27 mars, nouvelle offensive, l'offensive Blücher, contre les Français cette fois. Les Français sont submergés, notamment à cause d'un général qui n'a pas qui a refusé d'appliquer l'organisation défensive en profondeur. Et les Allemands en profitent encore et elle fait une énorme chevauchée qui s'achève à Château-Thierry. Heureusement, Pétain panique pas devant cette déroute. Les Allemands complètent l'offensive précédente avec une autre et créent une poche. Mais les renforts français arrivent et ça enraye l'offensive allemande. Les Allemands sont définitivement arrêtés après une série de petites offensives que je vous détaillerai pas ici, et l'initiative est retrouvée du côté allié. Les Alliés reprennent le terrain perdu, et les Allemands se replient derrière la ligne de défense Hindenburg qu'ils avaient préparée à l'avance, et la situation, après plusieurs mois de combats terribles, revient à l'état du 21 mars. Les Alliés font 150 000 prisonniers en un mois, les Américains interviennent enfin en masse, par exemple à la bataille de Saint-Mihiel, qui est la première bataille, une bataille historique pour l'armée américaine. Ensuite, c'est l'histoire qu'on connaît. La ligne Hindenburg est prise en octobre. Toutes les lignes suivantes suivent début novembre. La côte belge est reconquise et en plus, donc là, c'est le début de la fin pour les Allemands. On connaît effondrement l'austro-hongrois en plus qui intervient au sud et les désordres intérieurs. Donc, tout ça pour dire, on peut résumer ça en quelques petites phrases. Des grandes frayeurs,
dans l'état-major français et allié, mais qui sont à chaque fois stoppés, parfois en catastrophe certes, mais qui sont stoppés grâce à la motorisation française. Et je veux en venir au point principal, qui est l'armée française. On va commencer, et l'armée française, je ne vais certainement pas tout vous détailler, parce que ça prendrait trop de temps, donc je vais juste détailler 2 points de l'armée française qui me semblent importants. L'infanterie. On va commencer par l'infanterie, qui est totalement métamorphosée par ces 4 ans de guerre. Elle est toujours majoritaire, elle compte pour environ 50% des troupes en 1918 contre 70% en 14. Bah ça c'est l'hécatombe, 4 ans de guerre, on n'en sort pas indemne, on est toujours d'accord. Ouais. Mais complètement changé. On finit le temps des charges à la baïonnette, les officiers sabre au clair chargeant les mitrailleuses allemandes. On a appris à défendre en profondeur, à casser l'élan des attaques ennemies. Et on a aussi appris à attaquer. On attaque par bonds, de cratère en cratère, par petits groupes qui sont organisés autour d'un sous-officier et d'armes automatiques. On peut grossièrement dire que c'est en 1918 que le combat d'infanterie moderne naît. Parce que même si le nombre baisse, numériquement l'infanterie baisse, la puissance de feu augmente. En 1914, on avait une arme automatique pour 400 fusils. En 1917, c'est une arme automatique pour 5. Donc, moins d'hommes, mais plus puissante. D'accord. Donc, grâce à cette puissance de feu, on crée le groupe de combat. Donc, c'est une cellule tactique autour de ces armes automatiques et d'un sergent. Ce qui permet plus de souplesse dans la gestion de la bataille, puisque l'officier perd très vite le contrôle de son unité pendant une bataille. Quand on charge dans le No Man's Land, l'officier ne peut plus commander. Donc, avec ces petites cellules tactiques, on gagne beaucoup plus de souplesse. On peut attaquer de façon autonome. On est bien loin des lignes de tirailleurs de 1914, heureusement d'ailleurs. Et même si, malheureusement, l'hécatombe étant passée par là, on reste encore inférieur dans les combats d'infanterie face aux troupes d'élite allemandes, on compense cette faiblesse en ajoutant à l'infanterie l'aviation et les chars, notamment les bataillons de chars légers. Et en effet, le deuxième gros avantage de l'armée française, c'est le moteur. Une motorisation massive. On compense les pertes par le matériel. En 1918, l'armée française, c'est la plus motorisée du monde. La doctrine française, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard, elle implique de déplacer et de concentrer rapidement des unités. Comme on a pu le voir un peu plus tôt, à chaque percée allemande, on arrivait à les contenir grâce au déplacement d'armées assez rapidement. On devient même des professionnels de la logistique routière. On a construit plus de 9000 km de voies de campagne transformées en routes à double courant. Ah ouais. Et on a aussi acquis la capacité de les gérer, parce que c'est pas non plus, ça suffit pas de les construire, il faut aussi les gérer. Okay. On crée des rocades parallèles, des voies pénétrantes, enfin, on devient très très fort. La plus célèbre de ces voies, c'est la voie sacrée, qui alimente Verdun en hommes et en munitions. En 1918, on est capable d'en gérer 6 en même temps. 6 voies sacrées en même temps. On fait, en août 1918, pour un petit chiffre, on arrive à faire transiter par ces voies, par camion, 1 million de tonnes de matériel et 456 000 blessés. Et je ne parle même pas des troupes qui empruntent ces mêmes voies. Ces voies sont aussi efficaces grâce aussi à la multiplication des véhicules. On les multiplie par 10 entre 1914 et 1918, passant de 9 000 à 88 000. En titre de comparaison, l'Allemagne en 1918 n'en a que 40 000. D'accord. On peut déplacer ainsi, en quelques jours, 2 armées de réserve sur n'importe quel point du front. Le moteur ne sert pas aussi qu'à transporter, il sert aussi à tuer. Un moteur plus guerrier, on parle bien évidemment de l'artillerie et du char. Les chevaux sont remplacés par des moteurs. En 1918, 25% de l'artillerie est motorisée, ce qui est à peu près la même proportion que la Wehrmacht entre 39 et 45. Grâce à d'autres innovations, l'artillerie va être plus efficace, notamment les méthodes de calcul à la place des tirs de réglage. Si on évite de tirer avant de l'offensive, on gagne uniquement pour régler son artillerie, on va gagner plus d'efficacité. Mmh. Donc l'artillerie française arrive à compenser son infériorité numérique. Les Allemands, malheureusement, ont toujours plus de canons, mais sont moins efficaces. On arrive à concentrer notre artillerie plus rapidement grâce à la motorisation. Les Français, qui représentent environ 40% de l'artillerie alliée, tirent autant d'obus que les Allemands en 1918. Le moteur va servir aussi aux chars.
invention très célèbre de la Première Guerre mondiale. La première génération des tanks ont prouvé leur utilité, les Schneider et les Saint-Chamond par exemple pour les Français, mais ils avaient trop de défauts, fiabilité, mobilité, en général ils allaient trop lentement, le moindre trou d'obus ils se coinçaient dedans et se faisaient détruire par l'artillerie. Donc c'était utile, mais il y avait encore des réglages à faire. La nouvelle génération a été pensée pour cette guerre, sont plus mobiles, sont plus légers, et surtout on arrive à une production de masse. La standardisation va battre son plein. Et à partir de mai 1918, on arrive à la création d'un bataillon de chars légers par semaine, pour un total de 26 bataillons. C'est des chars qui sont très bons dans l'attaque de positions fortifiées, dans les phases de poursuite aussi, on pense aux percées, même si c'était pas encore conçu pour ça à l'époque, mais ça peut avoir son importance. Mais il faut qu'il reste toujours en coordination étroite avec l'infanterie et d'autres armes. Par exemple les avions observateurs ou des groupes d'artillerie à tir rapide. Quelques chiffres, 2 chiffres tout simplement, pour montrer un peu notre croissance exponentielle. Du 1er août au 15 septembre, on produit 774 chars, et du 26 septembre au 2 novembre, on en produit 1644. Donc on a une énorme supériorité numérique, surtout qu'en face, les Allemands, eux, ils ont raté le coche, et ils alignent que 21 chars, et surtout, ils sont très mauvais. Malheureusement, en 1919, l'armistice brise un peu l'élan de ces unités-là. Tous les chars qu'on avait pensés, notamment les chars de commandement, des chars canons super lourds pour détruire les points fortifiés, les chars qui vont aider au franchissement des coupures d'eau, tout ça est arrêté, est stoppé, et on estime aujourd'hui que si l'élan avait continué, on aurait pu aligner des divisions blindées autonomes en 1919. Ce que les Allemands feront en 1935. Et pour finir sur le moteur, plus rapidement, on pourrait parler aussi de l'aviation qui vit un âge d'or, puisque l'armée, les Alliés alignent 3800 appareils modernes de tout type, que ce soit de la chasse, du bombardement ou de la reconnaissance, avec, comme pour les chars, une standardisation de la production, de nombreux terrains d'aviation et une maîtrise du ciel absolue. Les Allemands opérant pendant leurs offensives quasiment toujours sous un ciel hostile. Mais tout ça, tous ces progrès n'auraient servi à rien si on n'avait pas une doctrine d'emploi de ces moyens cohérente. Avec l'arrivée de Pétain, en mai 1917, alors, juste pour désamorcer quelque chose, je vais parler beaucoup de Pétain, je parle pas du Pétain de 1940, je vais parler du Pétain de 14-18, voilà, que je vais beaucoup le complimenter, donc pour éviter qu'on parte dans des machins. Donc avec l'arrivée de Pétain, en 1917 à la tête des armées, on rejette définitivement le concept de bataille décisive. Chaque bataille est menée au niveau de l'armée et du groupe d'armées, et n'est plus considérée comme un événement en soi, c'est un événement dans une campagne générale, c'est plus qu'un point maintenant. Un échec tactique ne va plus signifier la fin de la campagne, puisque c'est un ensemble de coups qui doit arriver au succès de la dite campagne. Donc, il n'y a plus de bataille décisive. Les attaques ne se succèdent pas sur un même point, elles se succèdent latéralement. C'est-à-dire que, par exemple, on va attaquer un point, on va prendre la première ligne adverse, mais au lieu de continuer et de percer, une percée toute relative d'ailleurs, peut-être elle aurait pu, voilà, mais au lieu de continuer, on va sur un autre point du front. Et on recommence la même manœuvre, on prend la première ligne, hop, et on se déplace, et on attaque un autre point. Et on doit continuer ça jusqu'à l'ébranlement complet de l'adversaire. D'accord. D'où la nécessité de déployer, de concentrer rapidement des troupes par des voies ferrées mais qui sont trop rigides, et des routes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ouais, ça explique toute la mise en œuvre de Voilà. véhicules motorisés. En fait. Exactement. C'est une doctrine qui est adaptée à ces moyens, et des moyens qui sont adaptés à une doctrine. Ouais. Une bonne doctrine, c'est bien, et des généraux talentueux pour la réaliser, c'est mieux. Donc tous les Joffre, les Nivelle, tous les généraux anciens et vieux croulants qui étaient là avant, ils ont les Limoges, et on dit bonjour aux Pétain et aux Foch, qui sont plus jeunes et qui sont plus proches de la troupe, et donc plus au fait de la guerre moderne. Pétain et Foch forment un duo au sommet de l'armée française, une cohabitation parfois un peu compliquée. Pétain est un temporisateur assez patient et prudent, et surtout clairvoyant, il a vite compris que le combat sera long et méthodique. Alors que Foch, qui est le généralissime des armées alliées, est plutôt un général un peu plus bouillant, un peu plus fonceur. Donc souvent il y a eu des clashs entre les deux, mais qui heureusement se sont assez vite réglés. Ces deux généraux sont secondés par de la matière grise très jeune. 40% des généraux de 14 ont été limogés.
La moyenne d'âge des généraux a baissé de 9 ans, ce qui est assez important. Ce rajeunissement va poser problème pour 1940, étant donné que ces généraux jeunes vont rester plus longtemps aux affaires, Ouais. et donc du coup, ils vont être à leur tour extrêmement rigides et ne vont plus évoluer. Ces nouveaux généraux, ces généraux jeunes, ils ont fait leurs preuves. Franchet d'Espéret en Orient, avec sa célèbre charge de cavalerie qui, du camp de Salonique, va jusqu'en en Autriche-Hongrie et participe à sa chute, si ce n'est toute seule ou voilà, avec le front italien aussi. On pense au général Fayolle, à la tête des troupes de réserve. Ce sont tous de grands tacticiens. Et le seul échec français qu'on a vu au début est plutôt une exception. Ça fait un peu chauvin de dire comme ça, mais c'est une exception d'un général qui n'a pas voulu organiser ses troupes de façon dans une organisation de défense en profondeur. Donc du coup, toutes ces troupes ont été en première ligne, se sont pas étalées en profondeur et se sont fait massacrer. Bref, mais c'était plutôt une exception. Ces généraux jeunes vont apporter des idées neuves, étant donné que ces officiers, ces nouveaux officiers, ce sont des réservistes, des sous-officiers, qui sont aussi issus de la mobilisation générale, donc des civils, qui arrivent sans a priori sur leurs armes, sur l'artillerie, sur l'infanterie, et avec leurs connaissances civiles. Par exemple, ce sont des centraliens qui vont développer l'esprit technique et scientifique de l'artillerie. De plus, on remarque qu'il y a une certaine mémoire de front qui se développe, c'est-à-dire que l'expérience va être transmise d'une génération d'officiers à une autre. Encore une fois, l'infanterie n'est pas aussi gâtée, parce qu'encore une fois, les pertes sont trop importantes. 29% des officiers sont hors de combat sont mis hors de combat pendant cette guerre. Donc il y a un renouvellement qui est permanent et qui est nuisible à la cohésion. Donc on a moins de transfert d'expérience dans l'infanterie. De plus, le retour de la manœuvre tend à homogénéiser les structures de commandement, par là d'armée et de corps d'armée. On les rend plus mobiles et beaucoup plus réactifs grâce à un réseau de transmission qui est, encore une fois, le plus performant au monde. En 1918, l'armée française met en œuvre 28 000 radios, 560 fois plus qu'en 1914. Il n'y a pas photo, on est beaucoup plus réactif. Donc, et je terminerai là-dessus, l'armée française, en 1918, est une véritable machine à vaincre, avec comme offensive modèle, l'offensive de Santerre. En 3 jours, le front est entamé sur 40 km de large et de 15 à 20 km de profondeur. On y voit une combinaison parfaite des armes qui sont maîtrisées par un corps d'officiers formés au feu industriel. Malheureusement, en 1940, tout ceci n'existe plus, car ça nécessite un entretien permanent intellectuel, un entretien permanent financier. Donc, avec l'armistice et la paix, la dissolution des grands états-majors, d'un corps d'officiers formés, on assiste à un décalage de plus en plus flagrant entre une doctrine cohérente et les compétences disponibles pour les mettre en œuvre. Donc la doctrine française, si efficace en 1918, n'existera plus en 1940, et aussi bizarre que cela puisse être, elle va pourtant survivre en URSS. Les théoriciens soviétiques s'en inspireront beaucoup pour développer l'art opératique soviétique, qui a fait merveille en 1944. Et voilà. Putain, d'accord, ok. Bah, je savais pas, tu vois. Franchement, c'est qu'on en apprend tout le temps. Bah, grave, c'est ça. Exactement. Écoute, merci beaucoup, Léo, pour ta petite chronique sur ce sujet-là. C'était, très instructif, franchement, Bon, moi, je t'avoue, j'ai loupé le début parce que notre voisine est venue toquer et parce qu'elle avait perdu ses clés et du coup, j'ai donné le double que j'avais et voilà. Donc, je réécouterai tout ça parce que c'est moi qui monte, donc voilà. Mais en tout cas, c'était vachement sympa. Donc ça va, t'étais pas trop stressé et tout, c'est bien. Si, bah j'ai pas mal cafouillé, donc. Ouais, mais la magie du montage fera en sorte que t'auras un discours parfait. Ah, merci la magie du montage. Comme nous tous, exactement, comme nous tous. Tout à fait. Moi, je t'avoue, j'ai pas spécialement de questions sur le sujet. Je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que souvent, quand on dit l'armée française, etc., pour les personnes qui connaissent pas ou peu, ils auront toujours tendance à dire le contraire en disant mais de toute façon c'est vraiment les mecs qui se rendent à chaque fois. Enfin, on a cette réputation là ailleurs d'être vraiment surtout chez les Américains. Hein. Surtout chez les Américains, beaucoup. Il faut qu'on vienne les aider ces Français parce qu'ils vont encore merder quoi. Parce que c'est l'imaginaire quand tu regardes un peu plus l'histoire militaire de base, tu t'aperçois que c'est le pays où il y a eu le plus de victoires militaires, même si on le doit beaucoup à Napoléon qui a quand même grossi les chiffres.
Ouais. Il y a quand même, il y a une différence entre, tu vois, la rumeur, la théorie, et en soi la pratique, parce qu'on s'est quand même pris des belles branlées, hein, ça n'empêche pas. Ouais, bah, Azincourt, si tu nous vois, hein, tu nous entends de là. bah faut Mais avoir un regard honnête sur notre histoire militaire. mais oui, en 18, on tenait quand même vachement bien la route. Ah bah c'est sûr, c'est l'imaginaire malheureusement de 1940 qui s'est imposé. Alors que c'est vrai qu'en 40 on n'a pas été des plus talentueux. Ah bah ça c'est sûr. Mais faut les Américains heureusement étaient là en 40, mais il faut dire qu'en 18 on était là, on était les meilleurs sans chauvinisme aucun, et les Américains, parce que les Américains ont souvent tendance à calquer sur 1918 aussi leur image de 1940. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés pour nous sauver. S'ils étaient pas là, on aurait perdu. C'est clair. Donc, ce qui est faux, parce que les Américains, quand ils arrivent en 1918, en 1917, 1918, qui est-ce qui les équipe? C'est les Français. Qui est-ce qui les entraîne? C'est les Français. Donc, c'est nous qui faisons tout, en fait. On est une babysitter pour l'armée américaine. Sans oublier qu'on les a quand même aidés en 1791 pour se libérer des Anglais. Non, mais vieille rancune. De toute façon, à partir du moment où à l'époque il y avait moyen de faire flic les Anglais, il y avait toujours possibilité de le faire. C'est ça. On peut faire chier les Anglais, on le fait. Hein. Sauf les 2 dernières fois d'ailleurs. Pourquoi je dis 1791? Non, c'est 1770, quelque chose comme ça. Oui, c'est 76. 76. La révolution américaine. Mais un coup pas. Pas de souci, t'inquiète pas. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.